Bonjour, Karl Gaba, je suis porte-parole du collectif Togo Debout. Je remercie le HTCE qui ne représente que les sympathisants du pouvoir de nous donner l'occasion de leur faire part directement des attentes de la diaspora dans sa globalité. Nous avons de multiples questions qui tournent autour des critères auxquels ce projet de recensement des Togolais de l'extérieur doit répondre. Si l'on veut vraiment que les Togolais y adhèrent, afin que ce recensement puisse donner une image fidèle et sincère de la diaspora togolaise dans sa diversité. L'objectif étant d'éviter que cette fois-ci, la montagne n'accouche pas d'une souris. Ces questions tournent autour de la confiance en un État policier et peu respectueux des droits de l'homme, la légitimité des instances en charge de ce recensement, la sécurisation du processus de collecte de données et la protection des données personnelles collectées. Quatrièmement, des garanties à apporter aux Togolais qui sont des réfugiés politiques ou bien des compatriotes en situation irrégulière dans leur pays de résidence. Cinquièmement, le lien entre ce recensement de la diaspora et l'enrôlement sur les listes électorales qui ne tarderait pas à arriver puisque l'on parle d'élections régionales très bientôt. Bon, ceci dit, je vais me focaliser pour ce qui me concerne sur la question de la criminalisation de la diaspora. La diaspora togolaise, à la date d'aujourd'hui, vit un drame. La criminalisation de cette diaspora et les kidnappings lors que ces membres de la diaspora rentrent au pays, il s'agit, dans le passé, de M. Kofi Folipo, coordinateur de Pyramide Ewe, qui a été embastillé en novembre 2010. Il s'agit également d'Antoine Randolph, qui en février 2016 a été embastillé. Ensuite, il y a en 2019, nous avons Abdel Aziz Goma, citoyen irlandais, qui a été également embastillé. Et tout récemment, nous avons Jean-Paul Omoulou. Et j'en reviens à ma question. S'agit-il de venir recenser dans les pays où des Togolais ont trouvé l'asile politique ceux que le régime en place considère comme des ennemis? Je vous en prie, la diaspora ne doit pas être des victimes expiatoires. On ne peut pas effacer les turpitudes du passé, les fraudes qui entachent constamment les élections présidentielles en bastillant gratuitement les activistes des droits de l'homme et les défenseurs de la démocratie. Depuis des décennies, le pouvoir togolais fait des défenseurs de la démocratie des victimes expiatoires de ces errements et de ces violences et égarements. Faure Gnassingbé et les siens ne peuvent pas être absous des fautes politiques qu'ils commettent quotidiennement en imposant de la souffrance à autrui. Sans oublier les dizaines d'anonymes que les forces de sécurité interpellent et brutalisent ne sauraient être des victimes expiratoires d'un régime en déperdition ni d'un pouvoir juché sur les ruines d'une dictature moribonde qui mène son barreau d'honneur. Je vous remercie. Monsieur Koudia, vous avez la parole. Merci Kag et merci aux organisateurs de cette réunion qui est très intéressante et puis très importante pour n'importe quel citoyen. Connaître le nombre d'une population pour pouvoir bâtir un projet de politique ou bien que ce soit une aide ou bien un outil d'aide aux décisions politiques, c'est quelque chose de très louable. Mais vous comprenez que nous sommes dans un pays où nous venons plutôt d'un pays et nous vivons dans des territoires pour lesquels nous comparons un peu ce qui se passe ici, ce qui se passe chez nous, et parfois on voit quand même que il y a un peu un grand gap qui fait qu'il y a une certaine forme de méfiance par rapport à ce processus qui est en cours, qui est plutôt à encourager. Par rapport à la présentation, je souhaiterais avoir des éclaircissements sur certains points.
Tout à l'heure, M. Hadi, en présentant les objectifs et l'outil, a fait allusion un peu au fichier électoral et puis au recensement. Ma première question, c'est de savoir en fait quel serait le lien entre ce recensement des Togolais de la diaspora et le 5e recensement général de la population et de l'habitat qui est en prévision sur le territoire national et pourquoi une différence de méthodologie? C'est-à-dire qu'en fait, j'imagine que pour le 5e recensement, il y a bien évidemment en fait une interview ou bien un recensement face à face ou bien de porte à porte. Pourquoi finalement il y a cette différence de méthodologie alors que l'objectif est le même? La deuxième question porte bien évidemment sur le lien entre ce recensement des Togolais de la diaspora et les fichiers électoraux à venir. Je pense que M. Radi l'a un peu abordé, mais on souhaiterait quand même avoir beaucoup plus de détails sur ça. Et à combien, selon vos prévisions, vous estimez la cible de recensement en Europe et plus particulièrement en France? Est-ce que vous avez une idée d'une estimation du nombre auquel vous attendiez après à la fin de ce processus? Quelles sont les garanties en termes de confiance et de sécurité physique que le gouvernement peut apporter aux réfugiés politiques et aux personnes qui sont en situation irrégulière dans ce processus de recensement? Parce que c'est un fichier que vous allez effectivement collecter, mettre en place. Quelle garantie donnez-vous, quelle confiance donnez-vous à des gens qui ont fui le Togo, qui sont réfugiés ici, à que vous demandez justement de se faire recenser? Parce que visiblement, quand on regarde l'outil, on voit quand même que visiblement, je dirais pas jusqu'à l'ADN, mais il y a des informations assez précises que vous demandez aux personnes qui vont se faire recenser. Ensuite, en perspective des élections, le gouvernement prévoit-il, dans le cadre de ce recensement, de délivrer un document reconnaissant d'emblée le droit de vote et d'inscription sur les listes électorales en lieu et place de la CNI, de la carte consulaire et puis des différents papiers qu'on nous avait demandé récemment. Ça, c'est très important de savoir en fait où est-ce qu'on va par rapport à ce recensement-là. Je terminerai en disant que est-ce qu'il est prévu à l'issue de ce recensement la mise en place d'un dispositif d'attribution à chaque Togolais d'un numéro d'identification unique et personnalisé, protégé par une loi en perspective des listes électorales dont la Constitution a été toujours source de contestation et de méfiance de la part des Togolais. Je vous remercie. Merci CAG et aux organisateurs de cette réunion et je remercie particulièrement CAG d'avoir interrompu la série de questions pour permettre à M. Radi de donner quelques clarifications qui vont compléter en fait les questions que j'ai. Elles vont tourner autour de la sécurisation et de la protection des données collectées et je finirai par une proposition. Alors, ma première question serait de savoir quelles sont les garanties qu'offre un État qui ne respecte pas la vie privée des citoyens et qui est détenteur notamment de logiciels espions qui traquent en permanence des citoyens comme si c'était des terroristes. Cette question, en fait, elle rejoint un peu l'inquiétude que M. Koudiaou relevait et que M. Radi mettait un peu, auquel M. Radi a tenté de répondre dans le sens où l'État étant propriétaire de ces données qui seront collectées, elle pourrait le recouper avec toute autre source d'information qu'elle a. Donc, cette inquiétude, je pense qu'elle est fondée et fondamentale. Ensuite, dans la présentation, j'ai vu que la composition familiale était rendue obligatoire avec une astérisque. Pourquoi rendre obligatoire du moins le recensement ou les détails de cette composition familiale? Est-ce qu'on est en train de recenser les individus majeurs ou on veut obligatoirement collecter des informations personnelles sur leur famille et eux-mêmes? Ensuite, pourquoi faire une nouvelle base de données sur la diaspora alors qu'on sait aujourd'hui que nos consulats existent et en ont, puisque nous venons faire nos passeports et autres documents administratifs dans les consulats. Donc, pourquoi donc une nouvelle base de données alors que celles qui existent peuvent être unifiées puis enrichies avec les nouvelles personnes qui viendraient se recenser? Ensuite, sous quelle juridiction se déroulera ce recensement? Ensuite, la question de la légalité de ce recensement par rapport aux pays
de résidence des recensés se pose. Dans le sens où en France, par exemple, il y a des lois qui protègent fortement les données privées et avec des prérogatives bien dévolues à la CNIL, par exemple. Donc, quelle serait la légalité de cette action? Par ailleurs, j'aimerais savoir quels seront les droits d'accès, de modification, de retrait sur les données qui seront collectées. Par ailleurs, les Togolais, aujourd'hui, on sait, on a beaucoup d'associations. Est-ce que ces associations qui sont réglementairement enregistrées pourront avoir des extractions anonymisées à ces données ou pourront-elles les utiliser pour communiquer avec les Togolais des pays hôtes? Monsieur Raji, tout à l'heure, parlait des compétences qui pourraient être justement extraites de cette base de données qui sera constituée. Et il se pourrait aussi que les associations aient besoin de certaines compétences et voudraient justement en priorité, placer en priorité des compatriotes. Et ça pourrait être aussi utile à nos associations de la diaspora. Ensuite, j'en viens à l'OIM pour savoir et pas demander à savoir quel est le rôle précis qu'il joue, une organisation, qu'elle joue dans ce processus. Est-ce un apport financier? Si oui, à quelle hauteur? Est-ce de l'assistance technique? Si oui, de quel type? Est-ce de la supervision ou autre? J'en viens ensuite à la question de la fiabilité. Et qu'il faut réserver un peu aux autres. Hein. Oui, non, je finis. C'est ma dernière question et je passe à ma proposition, proposition. Donc, la dernière question se porte sur la fiabilité des données, à savoir, Monsieur Radi, dans sa présentation, nous parlait d'un recensement qui aura en ligne et on aimerait savoir qu'est-ce qui va garantir la fiabilité, la stabilité de ce processus, en sachant qu'aujourd'hui, on a de fortes capacités, de fortes possibilités d'attaque hack, ou même de ce qu'on appelle troll communément, qui peuvent venir et polluer, voire faire tomber le système de collecte. Donc, j'en viens pour finir à la proposition qui serait de dire que pour garantir la confiance et la sécurité des citoyens, nous demandons à ce que les données collectées soient sous la juridiction ou au moins sous la garantie de l'Organisation internationale des migrations pour les migrations, afin que les extractions de données puissent être faites, par exemple, de façon anonymisée, comme pour garantir justement ce critère-là, tout en garantissant à chaque citoyen ses droits sur les données qui le concernent. J'en aurais fini là. Merci beaucoup. Vous avez la parole, Madame Amegawi. Bien, je vous remercie de me donner la parole et je suis heureuse de participer à ce processus qui, je le rappelle à ceux qui ne le savaient pas, mais Monsieur Kak Sanoussi le sait, la revendication du recensement de la diaspora remonte à 2009 en fait, au congrès constitutif du Conseil mondial de la diaspora togolaise à Bonn en 2009. Donc, réellement, je suis heureuse que l'on évolue vers la concrétisation de cette initiative. Avant de faire mon intervention, je me permettrai quand même de reprendre deux points que Monsieur Raji a abordés, tout en précisant que mon intervention se situe dans un cadre et un seul, c'est celui de renforcer le niveau de confiance qui va permettre à ce recensement d'être véritablement inclusif. Le terme inclusif a été utilisé à plusieurs reprises et revenu réellement dans toutes les interventions introductives de cette séance. Le recensement dernier, l'enrôlement électoral était censé être inclusif. Il se trouve que sur la France, il y a eu 38 Togolais qui ont été enregistrés et on ne peut pas considérer que ça soit vraiment un succès. Donc, essayons de tout mettre en œuvre pour que cette fois-ci, effectivement, ce recensement de la diaspora que nous attendons depuis très longtemps le soit vraiment et puisse atteindre une cible assez importante. Et à mon avis, le minimum auquel on pourrait espérer arriver, ce serait réellement 1 million de Togolais recensés de par le monde, sinon ce serait un échec cuisant. Ceci dit, je reviens également sur un point que Monsieur Raji a abordé, qui concerne donc dans la recherche de ce tiers de confiance, effectivement, qui va permettre d'améliorer le caractère inclusif de ce recensement. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable d'inclure des compétences qui existent au sein de la diaspora,
des gens qui ont déjà travaillé, qui réfléchissent depuis des années maintenant sur ce processus. Donc la question est, quels sont les deadlines aujourd'hui? Est-ce qu'il est encore possible de faire en sorte que ce processus soit véritablement représentatif de succès? Un deuxième point sur lequel je souhaiterais revenir également concernant le lien entre ce recensement-ci des Togolais de l'étranger et les recensements à des fins électorales. Ce dont nous parlons, ce n'est pas que ce fichier des Togolais de l'extérieur soit utilisé de manière automatique comme un fichier électoral. C'est deux choses différentes, nous en avons conscience. Mais simplement, il faut se souvenir que c'est le ministre des Affaires étrangères qui, par un communiqué paru quelques jours avant l'enrôlement de 2019, novembre 2019, a listé les 5 pièces, les 5 documents que les Togolais devaient présenter pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Et c'est ces 5 documents qu'il était impossible de rassembler, qui ont abouti au fait qu'il n'y a eu que 38 Togolais enrôlés. Alors, la question est la suivante. Est-ce que cette fois-ci, puisque vous mettez en évidence le caractère régalien de ce recensement-ci, est-ce que l'on pourrait admettre que le fait d'être inscrit sur cette liste-là peut être considéré comme une preuve de nationalité togolaise et de légitimité pour s'inscrire sur une liste électorale au lieu des 5 documents qui avaient été demandés à l'époque? Ça, c'est ma vraie première question. Maintenant, le deuxième point que je voulais aborder également, c'est sur le rôle du HTCE dans ce processus. Le HTCE a été créé en 2019, nous le savons. Dans l'invitation que nous avons reçue, et merci beaucoup à monsieur Sanoussi de nous avoir associés à ce processus, il est précisé que le HTCE a été créé par arrêté, pardon. Donc c'est quand même un mouvement étatique. On ne peut pas dire que c'est un mouvement qui représente la société civile qu'est la diaspora. Donc, si cette organisation et le processus même de création, bon, on s'en souvient, à l'époque, avait péché de caractère inclusif, les votes, on ne sait pas trop comment les votes ont été faits. En tout cas, il y avait très peu de personnes qui étaient inscrites, qui étaient électeurs du HTCE à l'époque. Alors, une deuxième chose qui m'étonne également dans cette invitation, c'est le fait que l'on revendique le caractère apolitique. Monsieur Agbo-Kofi, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Ou non, c'est... Palma, il y a aussi Palma. Oui, Palma, Emmanuel. Palma, pénible. Allez-y, Madame Meganvi. Par inadvertance. Le caractère apolitique du HTCE. Moi, j'aurais vraiment préféré que le HTCE revendique son caractère politique, mais pas au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire politique politicienne, mais au sens de politéa, c'est-à-dire au sens de ce qui a trait au collectif, à une somme d'individualité ou de multiplicité, et qui porte des actions, qui porte l'équilibre, le développement interne ou externe d'une communauté, et cette communauté, c'est une communauté diasporique, et qui s'assure de son développement interne et externe et des relations que cette communauté a avec d'autres ensembles. Si on entend le HTCE dans cette acception-là, on peut dire qu'on n'y est pas encore, et d'où l'intérêt pour ce processus de recensement, surtout qu'il s'agit d'une première initiative du genre, d'associer fortement les organisations de la société civile qui existent dans la diaspora et dans laquelle on peut trouver des compétences
très importantes, des compétences vraiment très pointues sur ce plan-là. Et voilà, donc ce serait une proposition de ma part dans l'objectif de fiabiliser le processus, de le rendre réellement inclusif. Pour que vraiment les organisations de la diaspora soient associées et que les compétences des Togolais de l'extérieur, et vous savez, vous êtes bien placé pour savoir qu'elles existent, soient associées pour fiabiliser ce système. Je vous remercie.